Et voici donc le off, le bonus de l'Hebdo Éco. On continue donc cette émission consacrée aujourd'hui à l'impact sur nos entreprises de Vendée, l'impact de la géopolitique actuelle. Nous étions en train d'évoquer avant la fin de l'émission sur l'antenne de TV Vendée, Pascal, donc ces mesures et cette difficulté de se projeter évidemment sur les futurs contrats. J'étais en train de me demander, est-ce que par conséquent cette crise, cet épisode que nous sommes en train de vivre peut vous faire changer durablement vos modèles économiques respectifs? Ça veut dire quoi? Peut-être, donc on l'a évoqué, hein, des devis à durée de validité beaucoup plus courte, une flexibilité, des clients qui vont être obligés lors de comprendre à un moment, en leur montrant, Sonia, ce que vous disiez, hein, les papiers. Est-ce que ça peut changer durablement vos structures? C'est le risque d'une baisse d'activité très franche. Donc derrière, c'est quoi? C'est moins d'embauches, c'est des licenciements, c'est une restructuration de l'entreprise si elle veut survivre, si elle a le temps de survivre finalement au cataclysme qu'il y a. Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'on sort déjà d'une crise inflationniste très importante ces 2-3 dernières années, que nous n'avons pas pu répercuter déjà toutes les hausses que nous avions. Nos marges ont été impactées, les résultats ont été mauvais et on réenclenche une nouvelle crise sans réserve. C'est-à-dire que là, le sujet, c'est que même on aura beau dire on va faire le dos rond, je ne suis pas persuadée que toutes les professions aujourd'hui vont pouvoir faire le dos rond longtemps. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est l'impact que ça va avoir derrière sur l'emploi. Anthony, vous êtes déjà dans un environnement très contraint, vous nous l'expliquiez. Est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin? Alors c'est la problématique qu'on a, hein, que ce soit dans mes entreprises ou mes collègues. Aujourd'hui, les marges de manœuvre, elles sont réduites à zéro. Alors on cherche à moyen terme, effectivement, avec un verdissement de la flotte, avec des modèles hybrides, avec des modèles électriques. Mais comme pour ça, c'est pour tout. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça demande aux infrastructures également. Aujourd'hui, quand on demande aux hôpitaux de nous installer des bornes de recharge pour nos véhicules, on a une fin de non-recevoir. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Une fin de non-recevoir qui est justifiée, qui est expliquée? Qui est justifié en disant que le prix ne sera pas pris en charge par les hôpitaux, qui ont leur propre budget, ce qu'on peut comprendre. Mais il y a un moment, il faut que l'État comprenne urgemment qu'il est passé d'un quoi qu'il en coûte, peut-être un petit peu trop optimiste, à un faites le dos rond, on verra bien ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, on n'en est plus capable. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment des emplois qui sont en jeu. Pour notre secteur à nous, c'est vraiment un système de santé dans sa globalité, puisque les ambulanciers sont à chaque étape du parcours de soins du patient. Et on risque demain d'avoir des patients qui ont des ruptures de soins parce qu'ils n'auront plus le moyen, nous n'aurons plus les capacités opérationnelles de pouvoir les emmener. Quand on nous menace de réquisition, c'est ce que je dis, vous allez réquisitionner des véhicules où il n'y aura plus personne dedans et plus de carburant à l'intérieur, parce que nous ne serons plus en mesure ni de payer nos salariés, ni de payer le carburant. On ne va pas très loin dans ces cas-là. Non, on va pas aller très loin. Et c'est pour ça que l'échéance de la moderniser, verdir nos véhicules, effectivement, à moyen terme, c'est une possibilité. Nous y réfléchissons. Voilà, même avant cette crise, c'était déjà dans les tuyaux. C'est encore en réflexion ou la décision est prise? Alors, c'est encore en réflexion parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça. C'est des investissements qui sont extrêmement lourds. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où nous allons. Ce que seront nos tarifs demain. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà, nous ne pouvons pas prendre de décisions fermes et catégoriques pour ces choses-là. Et là, je dirais même que les chefs d'entreprise aujourd'hui, ambulanciers, c'est pas le moyen terme qui les inquiète. Là, c'est vraiment le court terme. Comme quoi l'incertitude et le manque de visibilité concernent tous les secteurs. Nicolas, vous vouliez rebondir? Oui, moi, ça va dans le même sens. On demande aujourd'hui un cap clair au gouvernement. On demande une stabilité politique qu'on n'a pas depuis quelques années maintenant, et pas d'une navigation à vue, comme il se passe actuellement. Dans les revendications, on demande de simplifier la qualification RGE, ce que disait Pascal tout à l'heure, parce que ça devient de plus en plus compliqué administrativement. Donc on entend parler de simplification au sein de l'État, mais sincèrement, ça a du mal à venir. On arrête le stop and go de ma prime rénov, les fameuses primes que tout le monde peut bénéficier pour faire des travaux. Parce un que feuilleton en multiples épisodes. Clairement au tango argentin, on avance d'un pas, on recule de deux pas, tout va bien. Et notre principale demande, ce serait de pouvoir baisser notre TVA sur les travaux en rénovation de 10% à 5,5%. Pour permettre à nos clients d'avoir de soutenir leur pouvoir d'achat et donc derrière notre activité.
Plus que jamais, on voit ces derniers mois combien l'économie est liée à la politique aussi, combien vous êtes dépendant alors, du contexte international, c'est ce qu'on évoque, mais également des échéances françaises. On a parlé des municipales. Là, clairement, entre les lignes, on parle de 2027, on parle de la présidentielle. Vous devez quand même, malgré tout, garder vos casquettes de chef d'entreprise et réussir à faire avancer une boîte et à faire avancer des salariés qui doivent continuer à vous faire confiance derrière. Comment se passe la communication aussi en interne dans vos entreprises? Vous arrivez à expliquer un petit peu vos décisions? Est-ce que vous devez l'expliquer à vos équipes? C'est important, je pense. Oui, c'est important. Enfin, nous, on a organisé une réunion à la fin du mois de mars pour expliquer que oui, aujourd'hui, il y a des contrats de signés, il y a des chantiers qui sont rentrés. Donc, on est plutôt très content de cette situation-là. Sauf qu'avec les augmentations qui arrivent tous les jours, il est possible qu'à un moment donné, on refuse d'aller faire ce chantier-là. Parce que on n'est pas là pour sortir des camions et brûler du gasoil et ne pas avoir un peu de résultats à la fin d'un chantier. Donc oui, moi, clairement, j'ai posé la question et j'ai mis sur la table le fait qu'il y a des chantiers, on pourrait ne pas aller les faire parce que la situation là est telle qu'on est un peu pris à la gorge, en fait. Hein. On est obligé de travailler avec des fournisseurs. Moi, je ne stocke pas du PEHD, par exemple. C'est des petits tuyaux qui permettent de faire les arrosages automatiques. Il y a eu plus 15% la semaine dernière, et là, il parle de plus 21%. Il y a un moment donné, on ne peut plus. Donc forcément, ça oblige à communiquer en interne parce que ce n'est pas la peine de générer et de laisser, je dirais, les langues parler. Voilà, moi, je préfère dire les choses et expliquer. Et voilà. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur la crise et est-ce qu'on l'a déjà vécu, on a tous vécu le Covid. En mars 2020, on a manqué de visibilité. On était sur quelque chose de médical, de sanitaire et de mondial. Et en fait, on s'est tous arrêtés en même temps. Et là, aujourd'hui, on a une espèce de crise qui n'est pas gérée de la même manière. C'est-à-dire que on est là, autour de la table, vous avez affaire à des gens qui sont des productifs. Nous, on bosse, on fait venir des camions avec du sable, avec des cailloux, et très vite, tous les impacts qu'on peut avoir, c'est sur des matériaux, c'est sur des fournisseurs, et boum, 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 ça vient et ça s'enchaîne. Vous avez des professions aujourd'hui, la crise de l'énergie, ça impacte peu. Vous pouvez parler de professions qui sont plus dans le service, qui sont plus dans les assurances, dans les banques, dans les mutuelles. Au lieu de 2 jours de télétravail, on en fait 3, et puis vous allez économiser, et à la fin du mois, votre pouvoir d'achat, il n'a pas bougé. Moi, mes gars, ils montent dans des John Deere et des tracteurs. Je suis désolée, mais vous voyez, la gestion de la crise, c'est pas sanitaire comme on a pu vivre au Covid. Au Covid, vous aviez évoqué tout à l'heure, moi j'ai vécu des devis, ils étaient valables 4 heures. 4 heures. J'achetais des pompes pour faire de l'arrosage automatique et en bas, il y avait écrit 4 heures. Ok, donc là, on met 48 heures, au mieux 72 heures, ok, c'est nouveau, on s'adapte. Mais là, tout le monde ne s'est pas arrêté de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Cette crise, elle ne concerne pas tout le monde. Alors si on va encore un petit peu plus loin, alors volontairement, je vais être provocatrice, mais est-ce que vous connaissez autour de vous des secteurs qui, au contraire, profitent de cette situation actuelle? Situation que vous subissez. Que si j'étais à la tête de Total, je ne serais pas... Oui, j'aurais dû préciser. À l'échelle locale, pardon. Non, c'est vrai, à l'échelle locale, non. Est-ce que vous avez le sentiment d'être tous à votre niveau? Tous les productifs, comme vous dites, Sonia, vous êtes quand même tous impactés de la même manière? Oui, c'est global. Oui. À court ou moyen terme, oui, forcément. Oui, on a peur. Tout le monde a peur. En fait, on n'a pas de visibilité. C'est rare un chef d'entreprise qui dit on a peur, alors. Non, mais je pense... Mais qui dit simplement. Je parle en mon propre nom, mais je peux en parler aussi quand on voit les résultats de l'enquête. Je pense qu'on a tous peur et on n'a pas de visibilité. Et peut-être surtout, ce qui est le plus vexant, c'est qu'on a l'impression, au niveau de l'État, on n'a pas de soutien. C'est-à-dire que ces derniers temps, même si on prend les débats parlementaires lors du dernier budget, je trouve qu'il y a un manque de considération vis-à-vis du chef d'entreprise aujourd'hui en France qui me gêne et qui commence à me faire douter quand je me lève le matin de savoir si à un moment donné je dois continuer ou pas. Voilà, on en est à ce point-là. C'est-à-dire que vraiment, cette
considération. En plus, cette division, parce qu'on donne des aides aux transporteurs, on donne des aides aux pêcheurs, aux agriculteurs. Les TPE qui utilisent aussi n'ont pas le droit. Qui a droit, qui n'a pas le droit. Donc, on divise aussi, quelque part, le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, ça me gêne beaucoup. Et le message que peut-être je voudrais faire passer, c'est que les entreprises vendéennes, que les chefs d'entreprise vendéens qui aujourd'hui vivent ces choses-là, qui sont tout seuls à les vivre, n'hésitent pas. Alors il y a plein de réseaux, il y a les clubs entreprises, il y a les syndicats patronaux qui sont là aussi, il y a la CCI. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se serre les coudes. Je pense que c'est peut-être le message à passer. Fabrice. Oui, il faut se serrer les coudes, effectivement. Et c'est un manque de considération ou un manque de réalité. On peut se poser la question. C'est quoi la réalité des décisions qui sont prises je vais parler des entreprises de travaux publics, mais une entreprise de travaux publics consomme un salarié dans le travail public. Dans le travaux publics, va consommer plus de carburant qu'en agriculture. Pourquoi on a des agriculteurs et pas les entreprises de travaux publics? Oui, Et ça reste des entreprises de proximité, parce que je ne représente que les entreprises artisanales. C'est des entreprises de proximité, ils ne font pas beaucoup de déplacements. On en a besoin, la commune en a besoin, les entreprises qui font du terrassement, qui construisent, en ont besoin. Enfin, c'est important. Donc voilà, il faut qu'il y ait des actions et des revendications qui soient appliquées maintenant. J'ai envie de dire, depuis quelques années, aujourd'hui, c'est la crise de trop. Oui. Voilà. Oui, ça fait 3 crises. On arrive au bout du rouleau. Anthony, vous avez évoqué une rencontre avec le préfet il y a quelques jours, justement. Oui, vous avez le sentiment que... vous étiez plusieurs autour de cette table. Oui. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Alors, on a été... on nous écoute, voilà. on nous écoute. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous comprend? C'est une autre chose. C'est l'étape d'après. Voilà. Et moi, je voulais revenir, justement, on parlait des aides, effectivement, qui ont été proposées à certains transporteurs. On en fait partie, transport sanitaire en fait partie. Mais ces aides sont prises presque comme une insulte par la profession. Clairement, 70 € par véhicule par mois, à condition d'avoir demandé un report de vos charges, qui est, on l'a vu au moment du Covid, la meilleure solution pour mieux reculer avant de sauter. Je ne connais pas un chef d'entreprise de cette ambulance qui va accepter ça. Voilà, on se moque de nous. Clairement, et voilà. Et aujourd'hui, j'emploie des mots forts. Dans notre métier, on est habitué à s'adapter. Le terme résilient, on le connaît. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à une saturation, que ce soit chez moi, que ce soit mes collègues, on arrive à une saturation parce que justement, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, on ne se rend pas forcément compte des impacts qu'il va y avoir derrière, des impacts sociaux, des impacts sur la santé, et on nous laisse et on viendra vous aider si vraiment vous êtes en pleine difficulté. Mais tant que vous n'êtes pas en difficulté, voilà. Donc c'est vrai que là, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes quand même déjà tous en vraie difficulté. Je ne suis pas sûr que le gouvernement en ait pris conscience. Oui, vous vouliez rajouter un mot, Pascal? Oui, alors, bien sûr, le climat dans le bâtiment, on le connaît, mais pour être au MEDEF aussi également et faire un tour de table avec les entreprises qui sont présentes, je peux vous assurer que quand vous sortez de ces soirées-là, vous avez plutôt le moral dans les chaussettes. Il ne faut pas qu'on ait ce même... qu'il était important de se retrouver en réseau. Alors n'allez pas dire qu'on ressort de ces soirées encore plus déprimés. L'état d'esprit des chefs d'entreprise, y compris les plus grandes entreprises qu'on peut rencontrer, il est quand même assez bas et très morose. Si on devait avoir ce même discours auprès de nos salariés, eh bien c'est sûr qu'on a 10 arrêts de travail le lendemain, ça c'est évident. Donc tout à l'heure, pour rebondir et pour terminer ce que tu disais en fait sur l'impact sur nos salariés, il est bien évident aussi qu'on se doit d'avoir quand même des messages positifs à donner à nos salariés. Mais réalistes. Et je pense qu'il y a toute une éducation aussi à leur faire. Oui. Il faut aussi les éduquer, leur dire voilà la vérité, sans pour autant les alarmer. Et aussi, on a peut-être un devoir aussi, parce qu'eux aussi ont le pouvoir de voter. Et aussi, on peut aussi peut-être, sans orienter le vote, bien sûr, mais aussi les éduquer là-dessus et leur faire prendre conscience que d'aller et de se déplacer jusque dans l'urne et de faire position, de prendre position à ce moment-là, aussi a une importance. Et là, je pense qu'on peut avoir aussi vraiment un rôle citoyen, nous, en tant que chef d'entreprise, à les éduquer aussi
politiquement et à leur dire très précisément ce qui se passe aussi aujourd'hui ils s'en rendent compte, si ce n'est que le grand spectacle que l'on peut voir dans tous les débats télé, quoi. Mais justement, on se doit aussi de les éduquer. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de le faire. Vous êtes une sorte de bouclier, en fait, ce qui est une charge supplémentaire pour vous. Bien évidemment. Je l'entends, de protéger un peu vos équipes. Sonia, vous voulez Oui, ce que je voulais rajouter, c'est en fait on se voit avec un carnet de commandes qui est correct, qui est bon, vous voyez ce que je veux dire, tout le monde est positif, on est super content, on va bosser, 2026 s'annonce plutôt joyeux, et d'un seul coup, il nous arrive des choses qui sont forcément indépendantes de notre volonté. Enfin, moi, j'ai pas décidé d'aller bloquer le détroit d'Ormuz, et ça met encore un coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup de couteau, encore une fois, et on se dit, mince, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quelque part. Et là, boum, allez, on rajoute quelque chose. Et donc, à chaque fois, il faut qu'on remette un peu la machine en route. Et tout à l'heure, vous évoquiez la résilience. Moi, c'est un terme que je ne veux plus entendre. C'est bon. Ça fait 11 ans que je suis chef d'entreprise. J'ai été résiliente pendant 10 ans. Je suis dans la 11e année, c'est fini. Faut arrêter de courber le dos, de se dire, allez, on va s'adapter, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous. C'est bon. Moi, je pense qu'au plus haut, on a des gens qui doivent aujourd'hui prendre des mesures qui soient très concrètes et très vite. C'est assez facile, en fait. Enfin, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, il y a des gens qui sont capables d'enlever 15 centimes. Et nous, en France, bizarrement, mais en alors, ce moment, si la résilience c'est terminé, Sonia, ça veut dire quoi? C'est la révolte maintenant. C'est la révolte, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais fait de grève de ma vie. Sérieusement. Peut-être la première, on ne sait jamais. Anthony évoquait les mobilisations qu'il y a eu début 2026 au niveau des ambulanciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir avec les camions. Je pense qu'on n'en est pas loin. Alors Si ça continue. nous, on a bloqué le périph' de Nantes la semaine dernière. Nos collègues du 49 sont en train de le faire aujourd'hui, autour d'Angers. Moi, j'y ai participé la semaine dernière à Nantes. Ce qui est étonnant, c'est de voir que finalement, on est soutenu par tous les gens qu'on bloquait. Il y a très peu de revendications. Je rebondis sur une autre chose, c'est qu'on a vu plein de gens être tout seuls dans leur voiture. Donc là, je pense qu'on a une éducation, une politique énergétique à avoir à moyen, à long terme, de manière claire, pour pouvoir dire pas deux fois la même chose, parce que ça peut recommencer. On est trop dépendant du pétrole. Il faut vraiment qu'on ait une politique à moyen terme forte. Qu'on puisse investir, que nos fabricants de machines puissent investir dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on n'a rien. Alors, essayons. On arrive sur les 3 dernières minutes de l'émission. On va essayer de juste... Alors, en un mot, si c'est possible. Alors, moi, je voudrais parler, j'ai aujourd'hui 40 salariés en leur nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas donner une prime à nos salariés par rapport à la hausse, parce qu'on parle des entreprises, mais l'impact de la hausse des prix, elle va être dans le portefeuille de tous les citoyens et de nos salariés. Jusqu'à présent, j'avais réussi en fait à faire des hausses en fonction de l'inflation. Là, je sais que je ne pourrais pas le faire, et que si je veux donner 50 € à mon salarié de plus par mois pour qu'il puisse remplir face à la hausse de carburant, ça va m'en coûter 100. C'est-à-dire qu'en fait, même sur ces petits sujets où l'État pourrait dire, allez, donnez une petite prime à vos salariés pour qu'ils puissent remplir leur voiture pour aller bosser, on est taxé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, stop, quoi. On n'en peut plus, quoi. Voilà. Et je pense à mes salariés aussi, parce que je me dis... automatiquement, l'impact viendra sur eux demain. Tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre. Si, en quelques mots, Nicolas, on va commencer par vous, on pouvait essayer quand même de terminer cette émission sur un côté un petit peu conseil. J'ai pas dit optimiste, j'ai conseil. Comment conseil, faire surtout, on disait tout à l'heure, ne pas rester seul. Voilà. On a des syndicats en Vendée. Profitez-en. En CAPEM, on est 2000 adhérents, on a des juristes qui sont là en droit du travail. On peut aider les entrepreneurs. Ne restez pas seuls. Voilà. Sonia, très simplement. Oui. On arrête la résilience, on se révolte. On se révolte. Non, mais on a eu des grands débats avec des gens et des gilets jaunes. On devait tous être dans la rue à 2. On a fait le plein à 2h30 pour venir ici. J'ai pas vu encore beaucoup de monde, quoi. Et les quelques centimes qui ont été proposés aux agriculteurs, c'est juste pour calmer et être sûr que le périph' soit pas bloqué avec quelques bottes de paille. Mais oui. Moi, je veux rester positive parce que, comme je vous le disais, il y a du boulot devant nous, on en a et on aime ce qu'on fait. Et j'aimerais juste que, au niveau de la sphère parisienne, ça se réveille un peu avec des choses très simples. Laure a donné des idées. On peut aussi donner... on a des préfets qui peuvent aussi donner quelques pistes pour que les collectivités territoriales se remettent très vite au travail après les élections. Pascal, en 2 mots.
tout comme Nicolas, je dirais, restez pas seul. On a la chance d'avoir plein de réseaux ici en Vendée. Et il faut se souvenir que chaque crise est une opportunité aussi. Et c'est peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, ça va peut-être aussi s'adapter. Que chaque citoyen s'adapte justement à ce moment-là. Et on va découvrir, vous allez voir, il va y avoir plein de gens ingénieux pour trouver de belles solutions. Et je dirais que c'est à nous aussi, chefs d'entreprise, de l'être encore plus pour justement s'inscrire dans demain, dans ce que sera demain, et donner l'exemple aux gens qu'on forme dans nos entreprises. Anthony, une piste ? Notre priorité restera nos patients, nos collaborateurs et nos entreprises. Après, effectivement, nous resterons et nous sommes à l'écoute des autorités pour être force de proposition, pour discuter de nouveaux modèles économiques qui permettraient d'avoir une situation qui s'éclaircit. Alors, on a entendu votre proposition, le message est passé concernant la prime à vos salariés. Moi, ce que je voudrais, c'est juste aussi un peu plus de considération pour le chef d'entreprise et l'entrepreneuriat, et surtout la conservation du savoir-faire des entreprises de production. C'est des vrais sujets qui me tiennent à cœur, mais c'est vrai qu'on risque, par cette crise-là, si rien n'est fait, de voir des vraies pépites de savoir-faire disparaître. Et c'est là, je pense, il faut absolument soutenir tout ça. Fabrice ? Je dirais que le chef d'entreprise voit toujours le verre à moitié plein, heureusement. Donc il faut continuer dans cette logique-là, même si le niveau est limite. Et puis il faut qu'on ait des bonnes idées pour la mobilité de nos salariés. Trop de salariés prennent tous seuls leur voiture. Enfin, aujourd'hui, il faut qu'on casse cette habitude. Merci à vous. Moi, je retiens que la balle n'est plus forcément dans votre camp. Vous faites tout ce que vous pouvez. Maintenant, vous attendez des retours. On a bien noté aussi que vous êtes tous là à défendre vos salariés, vos entreprises et notre savoir-faire français et vendéen. Merci pour votre confiance, pour ces échanges très riches sur le plateau de l'Hebdo Écho. En 2 épisodes cette fois-ci, vous avez vu, on avait plein de choses à vous dire. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin avec nous et à très bientôt pour un nouveau numéro sur TV Vendée.